Le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dernier numéro de la page internationale pour cette semaine avec vous depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas, pour présenter cette page internationale. Jacques Mel, Joël François, Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs à la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel, Donald Trump a suivi l'assaut du Capitole à la télévision pendant que ses proches conseillers et les membres de sa famille le suppliaient d'intervenir, décrit l'élu démocrate Hélène Luria. Voici un reportage signé Euronews. L'assaut du Capitole du 6 janvier 2021 continue de faire couler de l'encre. Ce jeudi, d'anciens collaborateurs de Donald Trump ont été interrogés par la commission d'enquête parlementaire consacrée à ce sujet. Et d'après ses auditions, l'ex-président américain porte une lourde responsabilité. Alors que l'assaut était en cours, ses conseillers et des membres de sa famille l'auraient supplié d'intervenir pour appeler les gens à quitter le Capitole. Mais Donald Trump aurait refusé, avant de se résoudre finalement à appeler la foule à rester pacifique dans un tweet, à la suite de l'intervention de sa propre fille, Ivanka. Donald Trump a finalement tourné une vidéo pour appeler ses partisans à rentrer à la maison, sans jamais reconnaître sa défaite à la présidentielle et en ne respectant pas le texte écrit par ses conseillers. Il lui est aussi reproché de ne pas avoir décroché son téléphone pendant 187 minutes afin de contacter les forces de l'ordre. Il ne peut y avoir aucun doute sur le fait qu'il a commandé à une foule qu'il savait lourdement armée, violente et en colère d'investir le Capitole pour essayer d'empêcher la passation pacifique du pouvoir. Ces faits n'ont pas été contestés et donc il doit y avoir une responsabilité devant la loi, des comptes à rendre au peuple américain. Des comptes rendus d'appels téléphoniques et de conversations ont été présentés à la commission parlementaire, ainsi qu'une vidéo montrant Donald Trump au lendemain de l'assaut, refusant toujours d'admettre sa défaite, malgré les remarques de sa fille. Cette élection est maintenant terminée. Le Congrès a certifié les résultats. Non, je ne veux pas dire que l'élection est terminée. Je veux juste dire que le Congrès a certifié, sans dire que l'élection est terminée, ok? Mais le Congrès les a certifiés. Le Congrès les a certifiés, il les a certifiés. Je ne veux pas dire que c'est terminé. Bon, revenons au paragraphe précédent. Quelles que soient les recommandations de cette commission, la décision d'ouvrir des poursuites contre Donald Trump reviendra au ministre de la Justice. Au Mali, ce vendredi 22 juillet à l'aube, des tirs nourris ont été entendus dans la ville garnison de Kati, située à une quinzaine de kilomètres de Bamako. Selon l'armée malienne, il s'agirait de l'explosion de 2 véhicules piégés. Jérôme Pigné, président du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel, fait état d'une montée en puissance des groupes terroristes dans le pays. Écoutons un décryptage sur France 24. Ah oui, il y a une sorte de, malheureusement, de montée en puissance des différents groupes armés terroristes, que ce soit ceux, comme le disait Cyril Payen, associés ou affiliés de près ou de loin à Al-Qaïda, et il y a aussi dans d'autres régions, plus loin de Bamako, dans les régions, notamment dans l'espace des 3 frontières avec le Burkina et le Niger, une montée en puissance des groupes affiliés à l'État islamique. Donc malheureusement aujourd'hui, ce qu'on constate, encore une fois, avec toutes les précautions qui sont nécessaires à ce stade, puisqu'on ne sait pas encore concrètement ce qui a pu se passer, mais que ce soit une attaque liée à un groupe armé terroriste ou que ce soit une tentative de coup d'État, je dirais de manière objective que l'étau est en train de se resserrer autour du pouvoir en place. On le sait, Kati, c'est aujourd'hui plus que jamais le symbole du pouvoir militaire au Mali. C'est aussi de là, comme l'a répété votre collègue, c'est aussi de là que sont partis la majorité des coups d'État et des contestations politiques sur l'histoire moderne du Mali. Donc c'est aujourd'hui, évidemment, il y a une communication qui a été faite très rapidement de la part des autorités, peut-être pour rassurer aussi les populations, parce que le chef d'état-major des armées a dit que les populations pouvaient vaquer à leurs occupations. On est vendredi, c'est
la journée de la prière. Donc on pourrait, si on a vu des attaques, une attaque complexe, qui semble être une attaque complexe, on parle d'obus, on parle de voitures piégées, etc. On a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, des attaques de plus en plus complexes menées dans les différentes régions, notamment du centre ou du nord. On sait que les régions de Gao, Ansongo, Ménaka sont vraiment au cœur de la problématique sécuritaire depuis plusieurs mois maintenant, mais l'étau se resserre autour de Bamako et il n'est pas impossible d'envisager qu'il y ait d'autres attaques, ne serait-ce qu'aujourd'hui, parce que comme je le disais, il y a une symbolique toujours autour du vendredi, qui est une journée avec beaucoup d'influence en ville, où les gens vont à la mosquée, et donc si les terroristes ont visé d'une part Kati ce matin, il n'est pas impossible d'envisager qu'il y ait d'autres attaques coordonnées dans la journée ou dans les jours à venir. D'une manière générale, ce qui est sûr, c'est que l'étau se resserre autour du gouvernement de transition. L'étau se resserre, on est dans une forme d'engrenage. Où en est justement l'armée malienne et quelles sont ses capacités de riposte? Alors, le discours officiel du gouvernement, c'est qu'il y a une montée en puissance de l'armée malienne. La réalité, c'est que depuis une dizaine d'années, la communauté internationale, notamment l'Union européenne et la France, a accompagné cette montée en puissance des forces armées maliennes, mais pas uniquement des forces armées maliennes, mais l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la sous-région, avec objectivement un certain nombre de résultats sur la montée en puissance de certaines unités qu'on ne peut pas considérer comme des forces spéciales ou des unités d'élite, mais il y a quand même certains corps qui sont montés en puissance. Il y a évidemment une programmation militaire accrue dans les différents pays de la sous-région, avec une augmentation des budgets, ça c'est une réalité. Maintenant sur le terrain, avec la présence de l'opération Barkhane et de Takuba et de la MINUSMA, la situation était relativement critique. Elle l'est de plus en plus ces derniers mois. Maintenant, ce qu'on constate sur le terrain en termes d'insécurité et en termes de présence dans les différents territoires, encore une fois au Mali, dans l'espace des 3 frontières, c'est que les armées de la sous-région ont bien du mal à faire face à cette menace. Donc il y a une sorte de paradoxe entre le discours officiel et la volonté, ce qui est bien normal, des autorités maliennes de faire monter en puissance leurs forces de défense et de sécurité, mais il y a une forme de paradoxe avec la réalité du terrain où on constate chaque jour que les groupes armés terroristes gagnent du terrain. Direction la Tunisie, un référendum crucial pour l'avenir de la démocratie. Les Tunisiens se prononcent lundi sur une nouvelle constitution. Voici un reportage à signer Africa News. Les Tunisiens se prononceront sur une nouvelle constitution lors d'un référendum lundi 25 juillet. Près de 9,3 millions d'électeurs sont inscrits, mais à cause d'une campagne quasi inexistante, rien ne garantit qu'ils se déplaceront en nombre pour voter. Alors à quelques jours du scrutin, des experts tiennent à rappeler l'importance du vote. Il faut rappeler que cette nouvelle constitution a d'abord été écrite de manière assez hâtive, sans beaucoup de consultations et sans qu'il y ait une participation populaire de grande envergure et sur la longue durée. Donc une bonne partie de la population tunisienne aujourd'hui ne sait pas sur quoi elle va voter ce 25 juillet et pourquoi elle va voter. S'il est adopté, le référendum fera rebasculer la Tunisie vers un régime ultra-présidentiel au risque d'une dérive dictatoriale. La Constitution elle-même, selon beaucoup d'experts juridiques, a des failles et aussi a des tendances autoritaires. Donc c'est une Constitution qui pourrait construire un régime autoritaire qui ressemblerait peut-être au régime que la Tunisie avait avant 2011. Pour cet expert, le risque d'une dérive autoritaire est présent, mais pas immédiat. Le lendemain du référendum, il n'y aura pas de grands changements en Tunisie. La vie continue comme elle est caractérisée par une paix sociale assez généralisée, il n'y a pas de violence, l'arbitraire n'est pas comparable à ce qu'on voit dans d'autres pays de la région. Au lendemain du référendum, le principal défi du président Kais Saied restera une économie en berne avec un chômage élevé, 40% chez les jeunes, et une forte inflation. Dossier spécial sur la visite du pape au Canada. Difficile de pardonner l'Église catholique, disent les autochtones. C'est en Alberta que le pape François amorcera sa visite au Canada sous le thème de la réconciliation avec les peuples autochtones. Voici un reportage à signer Radio-Canada. Les rues de la petite communauté crie de Masquatchis au sud d'Edmonton avaient besoin d'une nouvelle couche d'asphalte depuis longtemps. La visite du pape aura finalement poussé le gouvernement de l'Alberta à débloquer les fonds nécessaires.
Mais ici, lieu du premier arrêt du pape au pays, se contentera de réparer n'a rien de cosmétique. Lucy Johnson nous montre le terrain où se trouvait jadis le pensionnat Hermanskin. Son père y a subi de nombreux abus. La visite et des excuses sur place du pape ne suffiront pas à faire disparaître sa colère. Deep down, I'm mad on what happened with my father. I would love to have my father be part of it, but we lost him to the addictions because of what happened to him in residential school. And I will never bring my father back. À Masquatchis, les leaders de la communauté apprécient le fait que le pape s'arrête chez eux pour reconnaître les torts de l'Église, même si cette visite qui ravive de nombreux traumatismes ne fait pas l'unanimité. It's not gonna be a positive thing through all of us here. L'expérience ne sera pas positive pour tout le monde, souligne Lucy Johnson. Lieu de pèlerinage catholique pour les Métis et les Premières Nations de l'Ouest, le lac Sainte-Anne occupait déjà une place importante dans la spiritualité autochtone avant l'arrivée du christianisme. Que le pape François vienne y prier avec les Autochtones envoie un bon message, croit le chef local. Is that the visit that Pope Francis makes here creates this bridge of reconciliation. Répéter des excuses pour les pensionnats viendra confirmer une fois pour toutes les terribles souffrances longtemps ignorées ou remises en question. Tony Alexis aurait aimé que le pape reste au lac Sainte-Anne plus longtemps, mais il souhaite surtout que l'humilité dont il fait preuve durant son séjour au Canada laissera sa marque sur l'ensemble de l'Église catholique. But the church too, they need to heal. Still today, in some situations that we have observed, they still talk down to us. De passage en Alberta, le pape fera aussi un arrêt dans cette église du centre-ville d'Edmonton. Lourdement endommagée par un incendie il y a 2 ans, cette église dédiée aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits rouvre ses portes juste à temps pour la visite papale. You know, it feels much more homey. L'aîné Fernie Marty s'y sent encore plus chez lui alors que la reconstruction achève. Chaque élément architectural porte une signification autochtone particulière, une façon de dire que malgré le traumatisme des pensionnats, les Autochtones du Canada ont leur place au sein de l'Église catholique. You know, I saw people who were residential school survivors embrace what they're seeing and what they're experiencing here, and I said, wow. You know, and they had tears of joy in their eyes, and I said, that's powerful healing. Fernie Marty comprend que pour plusieurs, la douleur et la colère persistent, mais il préfère voir dans cette visite une occasion à saisir. La réconciliation est vraiment possible. Si l'Église est sincère dans sa démarche, tous les Autochtones ne sont pas prêts à se réconcilier avec elle, reconnaît l'archevêque d'Edmonton. Il faut rencontrer la personne où la personne se trouve, le respecter et de ce moment-là, trouver des manières d'avancer ensemble. Recevoir la visite du chef de l'Église demeure un événement joyeux pour les catholiques canadiens, croit le coordonnateur général de la visite papale, mais il assure que la raison de ce séjour du pape au Canada ne sera pas éclipsée. Le teneur de cette visite est vraiment sombre. Il y a un sentiment pénitentiel à travers tout ça. À Masquatchis, la visite du pape François ne durera que quelques heures. After everybody's gone, we go back to the way we were. We may have a nice paved road, but there's still going to be that hurt and trauma. Les excuses du pape marqueront une avancée vers la réconciliation, mais il faudra du temps pour en mesurer l'impact. Construire le chemin de la guérison ne se fera pas en quelques jours. Ici Mathieu Goyer, Radio-Canada, Edmonton. Zoom sur la guerre en Ukraine. Que se passe-t-il dans le monde? L'étrange alliance entre la Russie, la Turquie et l'Iran qui bouleverse l'ordre mondial. Voici un reportage signé Al24 News. Et si Washington n'était plus le centre du monde? Alors que la guerre en Ukraine tente de consacrer Vladimir Poutine comme ennemi du globe terrestre, le président russe s'est rendu ce mardi à Téhéran pour un sommet avec le Turc Erdogan et l'Iranien Raïssi, prévu depuis une semaine. Pendant que Joe Biden repart bredouille de sa tournée moyen-orientale, les 3 dirigeants comptent échanger au sujet de la Syrie, en guerre depuis 2011. En effet, si les Iraniens et les Russes ont apporté un soutien, Bachar el-Assad, Recep Tayyip Erdogan a toujours joué une partition plus complexe sur le terrain. Souvent avide de pétrole, le président turc a longtemps fait de son commerce avec l'État islamique un secret de polichinelle. De plus, le théâtre syrien était également un bon moyen d'exporter son conflit avec les Kurdes qui combattent les terroristes islamistes dans le nord du pays. Mais au-delà du dossier syrien, la guerre en Ukraine et ses conséquences économiques internationales sont aussi sur la table.
La rencontre montre elle-même une nouvelle fois que Vladimir Poutine n'est pas si isolé et que le monde entier ne partage pas forcément les réflexes idéologiques des Occidentaux. C'est d'ailleurs ce qu'affirmait le député européen belge Marc Botenga. Vous constatez qu'une bonne partie du monde n'est pas d'accord avec la politique européenne en matière d'Ukraine, de Russie, et du coup vous dites que vous allez leur expliquer que la guerre russe en Ukraine c'est vraiment grave. Non mais expliquer comme si c'était des enfants. Non, ils ont bien compris, c'est juste que sur certains points, ils ne sont pas d'accord. Ils vous reprochent notamment vos manques d'efforts diplomatiques pour arrêter la guerre. Ils vous reprochent l'impact négatif des sanctions sur les travailleurs partout dans le monde. Et finalement, ils reprochent à l'Europe les 2 poids 2 mesures. C'est que quand la Russie attaque l'Ukraine, l'Europe sanctionne, évidemment. Mais quand les États-Unis bombardent l'Irak, pas de sanctions. Quand l'Arabie Saoudite bombarde le Yémen, pas de sanctions. Quand nous-mêmes, l'Union européenne, bombarde la Libye, détruit la Libye, pas de sanctions. Et quand Israël colonise la Palestine, pas de sanctions. Ces 2 poids 2 mesures, cette hypocrisie-là, c'est ça ce que les peuples du monde vous reprochent. Une remise au point dont on ne se lasse pas, car il faut bien voir que le consensus contre la Russie vendu par Bruxelles n'a jamais véritablement existé à l'échelle mondiale. La rencontre tripartite en Iran prouve bien que Vladimir Poutine poursuit ses relations diplomatiques avec ses homologues, le tout avec pragmatisme. Ainsi, c'est l'impact de la crise en Ukraine sur l'alimentation qui occupe l'attention de Téhéran. En effet, les exportations de blé, notamment, sont largement compromises depuis le début des conflits, laissant craindre une crise alimentaire mondiale. Lundi, le conseiller diplomatique du Kremlin, Yuri Ushakov, avait indiqué que Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan devraient rapidement s'entendre pour trouver un moyen de débloquer ces exportations de céréales. En réalité, en sa qualité de membre de l'OTAN, la Turquie d'Erdogan a un rôle crucial à jouer dans cette crise. En effet, le président turc a toujours su poursuivre les relations diplomatiques avec les 2 parties et peut ainsi revendiquer une place diplomatique de choix. De son côté, l'Iran a tout intérêt à des discussions sur la question nucléaire dans la mesure où Joe Biden, après le fiasco en Arabie Saoudite, a fait un détour par Tel Aviv pour signer un pacte de sécurité visant à ne jamais tolérer que l'Iran se dote de l'arme nucléaire, ce dont il n'a, soit dit en passant, jamais été question dans l'accord de Vienne signé en 2015 et suspendu par Trump en 2018. Les principaux dossiers mondiaux seront donc passés en revue à Téhéran pendant que Bruxelles va s'échiner à trouver de nouvelles sanctions à prendre contre la Russie qui mettront un peu plus à genoux l'énergie et l'économie européenne. C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production, comme d'habitude, est prod. Réalisation en télé Beltor pour le compte de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Température sur Boston, il fait chaud. Dans la capitale des grandes universités du monde, 92 degrés Fahrenheit, 33 degrés Celsius. Jacmel, 90 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent week-end en compagnie de la radio. Bonsoir, joyeux week-end, à lundi. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.